Alors, nous allons plonger dans l'univers du 7e art indépendant avec Lilou Parente, qui est distributrice chez Contre-Jour. C'est une maison qui redonne vie aux pépites du 7e art. Et c'est à l'occasion de la ressortie du film culte In the Sop d'Alexandre Rockwell. On va aussi braquer l'effet des projecteurs sur son actualité surprenante, mais aussi sur le rôle essentiel des distributeurs dans la préservation de notre patrimoine cinématographique. Lilou Parente, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous pour partager cette aventure. Alors justement, focus sur le film lui-même. On le sait, on l'a vu au moment de sa sortie, c'est un film qui a marqué le cinéma indépendant américain dans les années 90. Pourquoi avez-vous choisi de le ressortir précisément en 2026 ? C'est lié en partie à une numérisation du film et une restauration 4K. Le film a été disparu, dans quelque sorte, après le passage au numérique. Et Rockwell, même si le film est avec des gens qui sont devenus des pionniers du cinéma indépendant reconnus, comme Jim Jarmusch, Steve Buscemi ou encore Sam Rockwell, qui sont dans le film et qui faisaient partie de toute cette effervescence, notamment de la No Wave, qui est un mouvement qui s'inspire de plein de choses, comme notamment la nouvelle vague, ou toute une part du cinéma indépendant américain, mais en étant plus underground, avec un côté un peu film fauché, film fait à l'arrache, où on va filmer la vie comme elle vient. Alexandre Rockwell, lui, a pas eu la même reconnaissance, parce qu'il a jamais voulu passer du côté de l'industrie. Il a continué à faire des films en indépendant. Et quand on a découvert ces films, on s'est dit que c'était des pépites, comme vous disiez, des joyaux du cinéma qui ont un peu propulsé tout le monde et qu'il fallait reconnaître ces cinéastes. Voilà, le remettre en... Je fais une pause, mais... Je mets mes cheveux dessus, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est que je vais le mettre là parce que du coup, tu parles plus comme ça, j'ai peur que ça... Ouais. On me dit qu'il faut refaire des trucs. Non, c'est bon. Je peux reprendre. Ouais, tu peux y aller, pas. C'est donc pourquoi vous avez choisi de le remettre en lumière. Le film aborde des thèmes comme la précarité artistique, la quête de reconnaissance aussi, c'est important. En quoi, pour vous, ce sont des sujets qui résonnent particulièrement avec notre époque ? Ça résonne dans tout, surtout en ce moment avec la culture où on a... Pour le moment, on a de la chance que les financements publics ne sont pas tous inexistants et qu'on peut quand même s'appuyer là-dessus en France, ce qui est une grande chose, mais ça reste quand même un milieu où cette dépendance fait qu'on craint tous le moment où ça s'arrêtera et où si tout le monde consomme de la culture tous les jours, finalement ça reste des métiers qui étaient considérés comme non essentiels au moment du Covid. Et personnellement, et comme mes collègues chez Contre-Jour, on pense que c'est tout à fait essentiel et que du matin au soir, on tient aussi parce qu'on a des offres culturelles. On consomme entre guillemets des films, du théâtre, de la littérature, quelle que soit la forme, des arts vivants. Et que cette précarité n'est pas assez passée sous le tapis en se disant c'est un métier passion, alors que finalement ça reste un métier avant tout avec des contraintes économiques. Et c'est vrai que par les temps chaotiques que nous traversons, il est absolument important, et je reprends aussi votre expression essentielle, que la culture, ce qui relie les hommes, ce qui l'enrichit aussi au quotidien, bien évidemment, soit prise en compte. Alors, Alexandre Rockwell s'inspire de sa propre vie pour ce film. C'est une dimension vraiment autobiographique. Est-ce que, à votre avis, ça va jouer justement dans la réception du film aujourd'hui, le fait de ressortir ce matériau autobiographique en lumière ? Ça peut jouer parce que l'histoire d'In the Soup, c'est un peu l'histoire de son premier film. En tant que jeune réalisateur dans les bas-fonds du Lower East Side new-yorkais, il n'avait aucun argent pour produire son premier film et pour donner du matériel à ses rêves. Ou un malfrat qu'il a rencontré en bas de chez lui, qui vivait de petits boulots et de petites escroqueries, lui a proposé de financer son premier film, ce qui est absolument l'histoire d'In the Soup. Et ce qui est aussi une manière de montrer comment, par petites affaires, par vieux réseau, il est arrivé à construire toute son œuvre. Et c'est assez drôle parce qu'un film qui sera projeté dans la journée de prévisionnement, Heroes, et avec la musique de David Bowie, sa fameuse musique Heroes, qui est éponyme du film. Et pareil, il a réussi à l'obtenir en contactant l'agent de David Bowie en disant « Bon, il me faut cette musique, est-ce que c'est possible ?» L'agent lui a dit « Vous avez de l'argent ?»
Il dit, sur moi, j'ai 50 centimes, mais on peut se débrouiller. L'agent a dit, ok, vous êtes un jeune réalisateur, 60 centimes, ça passe pour la musique. Et c'est un peu des histoires comme ça où il se dit, en fait, on peut faire en dehors des carcans du système hollywoodien qui est la majorité du système du cinéma américain. C'est effectivement le cinéma indépendant et la façon dont on peut continuer à faire des films. Je pense également à des grands maîtres comme John Cassavetes aussi, qui a travaillé de la même manière. Alors le film a été restauré en 4K grâce à une campagne participative. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce processus et de l'importance qu'il joue, ce processus, pour justement les films indépendants? Comme dit, Alexandre Rockwell a une reconnaissance critique pour tous ses films, quasiment avec une sélection de In the Soup, le Grand Prix même à Sundance, une sélection Sweet Thing, son dernier film qu'il a sorti sur les écrans, notamment en France, même si ça a été complètement passé sous les radars à cause du Covid, où il a été sélectionné à la Berlinale. Donc une reconnaissance en festival, de prix, de critiques, une reconnaissance publique, mais malgré ça, il n'est pas resté un nom qu'on a connu, vu comme on disait qu'il n'est pas passé par les carcans institutionnels habituels. Et donc, désolée, je passe un peu de vos questions. Oui, la campagne participative, oui, parce qu'il a quand même... c'est une figure hyper importante du cinéma indépendant états-unien, une figure importante au niveau critique, au niveau des festivals. Donc, il y a toute cette base de personnes, de fans qui aiment ce cinéma, qui le soutiennent, cette forme assez révolutionnaire qui m'a inspiré plus d'un, dont le film de Tarantino, Reservoir Dogs, avec Steve Buscemi, que Tarantino avait trouvé en voyant In the Soup, qui est devenu depuis un grand ami de Rockwell. Donc c'est fait une émulation artistique qui fait que les gens qui reconnaissent Alexandre Rockwell ont voulu donner de l'argent pour faire ressurgir cette œuvre qui n'était pas du tout numérisée et donc invisible. Lilou Parente, ça nous permet aussi d'évoquer votre métier au quotidien, puisque vous êtes distributrice. En tant que distributrice, justement, quel est le rôle d'un distributeur? Moi, j'ai un peu le sentiment que c'est un peu comme un éditeur avec des livres, mais là, ce sont des films que vous éditez, que vous essayez de mettre à disposition du plus large public. Comment vous voyez un peu ce métier que vous exercez et qui est le vôtre? Nous, on travaille surtout sur des films, que ce soit des films de patrimoine ou des films contemporains, qui sont passés un peu en dessous des radars et qu'on a découvert et qui ont été un choc esthétique pour nous, un choc émotionnel, et des films auxquels on aurait été déçus de passer à côté, pour lesquels on aurait été déçus de passer à côté. Et nous, on voit ça comme un partage de ce moment, de cette émotion qui nous reste en tête, et ça nous semblait évident de le faire partager à d'autres au maximum. Et on a, chez Contre-Jour, la volonté d'accompagner un maximum les films, notamment en salle, pour aussi recréer ces moments d'échange dans la salle avec le public et de ne pas les montrer seulement comme une séance sèche où on va voir un film comme ça, mais vraiment un moment presque communautaire où on se retrouve, où on échange, où on parle aussi d'à quel point les films résonnent aujourd'hui en nous face aux situations politiques, face à nos situations à tous. Et ça permet de mêler à la fois l'artistique et tous les jours et de réintégrer ça progressivement. On a bien compris que c'est la magie de la séance de cinéma, c'est-à-dire à ce moment précis avec un public, et puis bien évidemment toute la valeur ajoutée de l'animation et du partage autour des films et du répertoire. Quels sont peut-être justement les films, il y a bien évidemment celui qui retient notre attention, In the Soup, mais comment vous pourriez nous parler un peu de votre portefeuille, entre guillemets, de votre maison d'édition? Quels sont quelques films emblématiques de Contre-Jour? Nous, on a commencé il y a moins d'un an la distribution avec un premier film en mars 2025 qui s'appelait Oro de Karel Carignac, qui est un film tchèque des années 60 qui avait été interdit à sa sortie parce que post-Printemps de Prague, il y a eu une répression artistique totale. Donc le film a été censuré avec une seule projection à Prague et une projection au Festival de Cannes qui avait été unique. Et pareil, c'était que In the Soup, c'est un chef-d'œuvre qui parlait de la situation contemporaine du pays qui a été complètement invisibilisée et qui était important pour nous de faire redécouvrir. Et c'est ce qu'on fait depuis le début, avec un peu un répertoire très éclectique
qui va des films tchèques des années 60 au cinéma indépendant états-unien en passant par le cinéma taïwanais, le cinéma thaïlandais, un documentaire iranien de la cinéaste Farhana Sharifi, Messoulon Fanet, qui a tourné dans plus de 150 salles avec pas mal d'événements autour, pas mal d'éléments de discussion. Qui pareil est un film qui n'a pas pu être montré en Iran et qu'on ne peut pas montrer très facilement, vu qu'il représente des gens qui sont encore en Iran. Et donc le régime renie totalement ce genre d'histoire du pays. Donc voilà, c'est des films qui se ressemblent peu de l'extérieur, mais qui se rejoignent par leur qualité artistique et par leur thème et leur volonté forte de clamer quelque chose, de toucher les publics. Voilà, avec vraiment un choix éditorial fort, on l'a bien compris, et un engagement envers le cinéma d'auteur. C'est vraiment la philosophie de votre maison de distribution Contre-jour. Comment est-ce que vous gérez l'équilibre justement entre des films contemporains et des films de patrimoine? Comment vous regardez cette dimension? C'est un peu difficile de les travailler sur le même plan, mais c'est ce qu'on essaie au maximum de faire quand on échange avec les salles. Et bien sûr, on travaille énormément avec les programmateurs et les directeurs et directrices des salles, formatrices, qui de plus en plus essaient pour certains, comme William, de travailler le répertoire de la même façon, en insérant ces films comme les films qu'ils ont été à leur sortie et qui sont toujours pour nous aujourd'hui. Même si ça reste difficile, nous on croit au fait qu'un film tchèque des années 60 en noir et blanc peut résonner aujourd'hui chez nous de la même manière qu'un film fait en 2025. Alors, vous le citez, justement, William Romain, donc le directeur de Sénéquanon, dont on sait, nous, ici, dans la Nièvre, et aussi dans le Morvan, sur notre territoire, le rôle important que joue Sénéquanon pour la diffusion au plus près du territoire des longs métrages. Justement, ce qui m'amène à cette question, quelle est la spécificité de votre approche sur le terrain, notamment comme ici dans notre département, où vous organisez des événements? C'est en grande partie dû au travail de William, parce que c'est quand même rare de trouver des personnes avec qui on peut travailler de cette manière, avec une vraie approche aussi sur le long terme, parce que William a travaillé sur tous nos films. Et comme je vous disais, c'est très important pour nous d'avoir ce rapport direct avec les publics et donc avec les territoires, parce que c'est beaucoup plus facile de montrer un film à Paris, par exemple, où là, on a énormément de cinémas de répertoire, des cinémas de recherche qui vont aller facilement faire des films exigeants, vu qu'ils ont un public qui est déjà aguerri pour ça et qui a cette habitude. Mais on pense que cette habitude peut être gagnée très facilement par d'autres gens. C'est pas parce qu'on a l'impression que le film est difficile de l'extérieur qu'en fait, au final, quand on se retrouve confronté au film en lui-même, on n'a pas non plus la même approche que tout le monde, on n'a pas non plus la même émotion, on peut tout chacun en parler avec nos mots. Donc pour nous, c'est essentiel de montrer ces films ailleurs que dans des grandes villes ou ailleurs que dans des endroits qui ne sont pas forcément évidents au premier abord. Je pense que ce serait dommage de se cantonner à un même public. William Romain, bonjour. Bonjour. Alors Lilou, justement, a parlé de ce lien très étroit avec Sénéquanon, et notamment sur l'organisation de cet événement. Comment vous travaillez parce que c'est vrai que on ne voit pas toujours, c'est souvent dans l'ombre, le travail des distributeurs. Pourtant, c'est une courroie essentielle, c'est un maillon très fort justement de la chaîne cinématographique. Alors déjà, peut-être rappeler que pour les personnes qui ne le savent pas, que le distributeur, c'est la personne qui fait le lien entre la salle de cinéma et les personnes qui font les films ou qui restaurent les films. Dans le cas d'In the Soup, c'est plus une restauration, mais c'est le maillon entre les deux, quoi. Voilà, ce sont des gens qui défendent les films et qui s'adressent à nous, salles, pour qu'on diffuse ces films. Alors, il y a énormément de films qui sortent par semaine, entre 15 et 30 selon les semaines, tous les mercredis. Il y a des films la majorité sont des films qui sortent pour la première fois en salle, d'autres sont des ressorties. Nous, notre travail, grosso modo, c'est de faire le tri dans tous ces films. Vraiment, le travail de programmateur, j'entends, au-delà de la gestion de la salle, etc. Le travail de programmateur, c'est de faire le tri
et de choisir les films qu'on veut montrer. Donc il faut voir les films, il faut échanger avec les distributeurs, il faut nouer des relations de confiance. Et c'est le cas avec Contre-jour depuis leur création. Nous, on est très, notamment à la Charité, mais pas que, on est très porté sur le cinéma de répertoire. On pense que le cinéma de répertoire a une vraie place dans la programmation classique d'un cinéma. Je crois qu'à la Charité, on a presque 20% des films qu'on passe qui sont des films de répertoire, ce qui est énorme pour un cinéma généraliste de milieu rural. Hein. Donc on en est très fiers. Et donc voilà, c'est comme ça. Donc avec Contre-jour spécifiquement, on les a soutenus dès leur première sortie. Ça nous paraît intéressant aussi de travailler avec des distributeurs qui font le travail pour des raisons vraiment d'amour du cinéma, et c'est le cas de Contre-jour. Évidemment, on travaille avec tout le monde hein, de manière à peu près égale. Et là, ce qui est intéressant pour nous avec Contre-jour, c'est que c'est une société de distribution qui n'est pas spécialisée dans un sujet comme d'autres sociétés de distribution petites, mais qui est, on va dire, spécialisée dans la cinéphilie. C'est-à-dire que c'est toujours des choix de cinéphilie, des gestes de cinéma. C'est ce qui nous intéresse en grande partie chez Seniquanon, et je crois de manière générale dans les salles art et essai. En tout cas, je l'espère. Et donc voilà comment on travaille. Donc chaque semaine, c'est des coups de téléphone, à la préparation du programme, des échanges, savoir ce qui va sortir, essayer de travailler de manière commune sur des sujets. On le fait très bien avec Contre-jour, mais on le fait très bien avec plein de sociétés de distribution. Je tiens à dire que c'est beaucoup plus facile pour des petites salles comme les nôtres de travailler avec des petits distributeurs, et notamment des distributeurs de répertoire, pas que, mais aussi des distributeurs de répertoire comme Contre-jour. Voilà, on a fait plein de beaux événements aussi avec les Acacias, par exemple. Enfin, je peux en citer plein, les Carlotta, Malavida, enfin voilà, des sociétés de distribution de répertoire sur lesquelles on va faire des séances événementielles et sur lesquelles on va travailler vraiment des sujets de fond. Et donc voilà comment on travaille. Alors la rétrospective d'Alexandre Rockwell inclut, en plus de In the Soup, plusieurs de ses films. Pourquoi, William, d'après vous, il est important vraiment de redécouvrir son œuvre aujourd'hui ? Alors déjà, je pense que Lilou l'a rappelé tout à l'heure, mais je pense que ce qui est important chez Rockwell, c'est qu'il est un des pionniers du cinéma indépendant américain. Et c'est ce cinéma indépendant américain-là qui fait en sorte que Sean Baker a une Palme d'Or il y a 1 an ou 2 avec Anora. C'est ce cinéma indépendant américain-là qui emmène à la Palme d'Or. C'est ce mouvement-là qui naît avec des gens comme Rockwell, d'autres à l'époque. Et ce film In the Soup plus particulièrement, puisque je pense que c'est un de ses films les plus populaires, drôles, c'est une comédie, les plus authentiques, puisque ça raconte un peu sa vie de manière, une caricature de sa propre existence. Et je crois que c'est un film vraiment important, puisque les comédiens de ce film sont tous des débutants, à l'exception de Seymour Cassel, qui lui est plutôt en fin de carrière, c'est un de ses meilleurs rôles, et Jennifer Beals, qui a fait Flashdance, mais qui n'a pas refait grand-chose depuis. Non. Donc les autres sont aux prémices de quelque chose, ils vont devenir tous assez connus à leur manière, surtout Steve Buscemi l'année suivante avec Reservoir Dogs, et puis les films Fargo, puis les films des frères Cohen. Donc voilà, c'est fondamental parce que ça fait partie de l'histoire du cinéma, ça s'inscrit et c'est un peu un angle mort. C'est-à-dire qu'on l'a un peu perdu de vue, In the Soup, alors qu'il n'y a aucune raison, quand vous voyez le film aujourd'hui, qu'il ne soit pas aussi culte que Reservoir Dogs ou qu'un film des frères Cohen. La seule raison, c'est que c'est là où se positionnait le cinéaste, c'est-à-dire dans une marge qui était un peu plus intellectuelle peut-être que les frères Cohen ou Tarantino, et qui avait moins vocation à être absorbé par Hollywood, puisque c'est vraiment un film qui raconte ce qui se passe à l'ombre d'Hollywood pour les cinéastes américains. C'est dans un modèle très différent du modèle français, où il n'y a pas d'aide publique pour faire des films. Et ça raconte vraiment ça, et c'est fait par quelqu'un qui a toujours fait des films comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Oui, qui reste vraiment fidèle à sa ligne. C'est un puriste vraiment par rapport à son choix justement de réalisateur. Tout à fait, c'est un puriste. Alors, un puriste dans son méthode de production en tout cas. Après, dans ses films, il est assez éclectique. En tout cas, dans les sujets qu'il aborde et les formes, il peut y avoir des films plus radicaux. Pas que des comédies, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que dans sa méthode de production, c'est toujours pareil. Il y a toujours une exigence visuelle et peut-être une obsession, je sais pas, Lilou pourra bien en parler, mais il y a peut-être une obsession finalement dans son cinéma, j'ai l'impression, de comment se structurent les personnes marginales entre elles.
J'ai l'impression. C'est ça un peu son dada. William, il y a tout un événementiel que vous avez choisi justement d'organiser, donc au Crystal Palace de la Charité-sur-Loire, mais vraiment assez largement. C'est vraiment le 7e art que vous avez voulu convoquer en la circonstance. Alors oui, jeudi 15 janvier à 20h30, projection publique de In the Soup en présence d'Alexandre Rockwell. Ce sera le moment de lui poser la question de savoir quelles sont ses obsessions. On est très heureux d'accueillir cet événement. Nous, on profite de la venue d'un réalisateur américain qui fera que quelques dates en France, donc on est déjà très heureux et très reconnaissant d'en faire partie. On profite de ce moment pour célébrer les 70 ans du mouvement art et essai, de l'AFCAE. Donc on aura une personne qui sera présente pour l'Association française des cinémas d'art et d'essai, qui viendra me dire un mot du mouvement, de l'histoire. On pense que c'est le film parfait, en plus que c'est un film qui parle de cinéma, donc c'est le film parfait pour le faire. Idéal, tout à fait. On aura toute une soirée consacrée à célébrer l'art et essai, le plaisir de voir des films ensemble et le plaisir de voir ce type de film ensemble. Et puis la journée, avant cette projection, on va accueillir toute la journée des professionnels du cinéma de Bourgogne-Franche-Comté et de Centre-Val de Loire pour visionner d'autres films d'Alexandre Rockwell qui sortiront courant de l'année 2026 et qui feront partie d'une rétrospective qui s'étalera sur l'année avec l'idée que ces projections permettront d'inciter à la programmation de ces films. Voilà, pour vraiment faire en sorte que la diffusion soit la plus large. Alors justement, quels sont les cinémas partenaires de cette ressortie dans l'Asnières et comment le public pourra justement ne pas le rater? Alors nous, sine qua non, moi je peux parler déjà en Oui, mots. c'est nous, en votre nom. Ouais, bien sûr. nous, sine qua non, on va évidemment faire le suivi des films de Rockwell à la Charité-sur-Loire, ça c'est sûr, on les sortira tous. Je m'y engage là. Et puis dans le Morvan, on diffusera au moins In the Soup dans les salles du Morvan. Et puis c'est pas encore fixé, mais certainement courant février entre Saint-Honoré-les-Bains, Luzy, Château-Chinon ou en Morvan. On essaiera de faire au moins une ou deux projections sur une ou deux de ces 4 salles. Ça sera le minimum parce qu'In the Soup c'est vraiment le film très populaire. Et après, au compte-gouttes, en fonction des événements, des occasions, on gardera évidemment la possibilité de programmer d'autres films. Je pense par exemple au film Lens dans le cadre par exemple du Printemps des Poètes, puisque ça fait longtemps qu'on veut faire quelque chose, vu que c'est l'adaptation d'un recueil de poésie, ça peut être intéressant. Il y a tout un tas d'autres idées que j'ai pour animer ça, mais on prendra aussi nous l'année pour le faire. Dans le Morvan, il y a moins d'urgence, il y a plutôt une importance à bien programmer les films. Mais on fera le suivi des sorties à la Charité. Donc déjà à la Charité-sur-Loire, vous êtes sûr de pouvoir venir voir les films d'Alexandre Rockwell toute l'année 2026. William, un dernier mot peut-être pour essayer de convaincre nos auditeurs d'aller voir ou de revoir, pour certains d'entre eux, In the Soup. Écoutez, c'est un des films les plus drôles et réjouissants que j'ai vu depuis longtemps. La copie restaurée est magnifique. Un film en noir et blanc en VO qu'on va projeter, il ne faut pas s'en effrayer. Qui que vous soyez, peu importe votre niveau de cinéphilie, vous trouverez ce film drôle, vous passerez un très bon moment. Il fait 1h36, donc au pire du pire, c'est pas trop long. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un film qui est très très réjouissant, où on voit naître des jeunes comédiens qu'après qui vont faire partie des grands films cultes ou des grandes séries cultes, puisque Steve Buscemi aura au moins la série Boardwalk Empire et puis la série Mercredi en ce moment sur Netflix. Donc voilà, il y a une continuité de cette histoire-là. Que dire de plus? On offre un pot à la fin de la séance. Voilà, si ça peut en convaincre certains. Mais c'est toujours important, justement, la dimension de la convivialité, voilà, et du côté chaleureux. Donc, merci beaucoup, William. Lilou, on en profite aussi peut-être pour que vous puissiez nous parler de votre parcours personnel et de qu'est-ce qui vous a conduit vers la distribution cinématographique. Comment ça s'est passé, ce choix? Je suis toujours allée au cinéma et j'ai passé beaucoup de temps dans les salles. Une grande cinéphile. On peut dire ça, mais un peu en allant voir beaucoup de faire films. de fou. Une grosse matière. C'est ça. Oui. Et après, j'ai animé un ciné-club
un ciné-club étudiant au lycée et à la fac. Et c'était où ça? C'était à Paris. Facile. Dans quel arrondissement de Paris c'était? Dans plusieurs cinémas, mais beaucoup dans le 5e, donc le quartier latin et Le quartier latin qui est historiquement... voilà. Une tradition Cinéphile. cinéphile, et pareil, de ciné-club, de revues, De patrimoine. de patrimoine, exactement. Donc c'était à la fois facile, mais à la fois ce qui était bien avec ce ciné-club, c'est qu'on proposait à des étudiants de programmer chacun un film qui leur plaisait. On venait tous aux séances des autres pour les découvrir parce qu'on en avait parlé et parce qu'on était intéressés par ce qui, eux, les intéressait là-dedans, par les entendre parler du film. Et c'est un peu ça qu'on a voulu recréer à plus grande échelle avec la société de distribution. C'est un peu ce pur plaisir de se retrouver pour parler cinéma, pour parler de films qui nous ont touchés d'une manière ou d'une autre. Côté carte blanche en fait, qui est offerte et comment la passion du 7e art peut se transmettre. Mais justement, quels sont les films ou les réalisateurs qui vous ont inspiré et qui ont forgé un peu votre vocation de cinéphile? C'est difficile. Si je l'avais connu avant, j'aurais peut-être dit Alexandre Rockwell. Parce que justement, c'est au début, on commence, enfin, je trouve, par les plus plébiscités. On va dire, Quentin Tarantino, c'est pas très difficile de le découvrir. Et au final, en partant d'un cinéaste comme celui-là qui est cinéphile, on va trouver plein de cinéastes qui sont tout aussi abordables, qui vont nous toucher et parler tout autant, et qu'on n'aurait pas du tout découvert au premier abord. Voilà, de fil en aiguille. Ça s'est construit comme ça, C'est ça. pas à pas. Quel conseil vous pourriez donner, justement, même si vous êtes une jeune professionnelle, à quelqu'un qui aurait envie de rejoindre un petit peu ce milieu ou celui de la programmation aussi, parce que William en a parlé, c'est également un métier passionnant et qui voudrait se lancer sur vos traces. Je pense que c'est juste l'envie de vouloir le faire. C'est pas, on dit souvent que le milieu du cinéma en général est un milieu très inaccessible. Et justement, on a été aussi étonnés de du fait que ce soit pas si inaccessible que ça. À partir du moment où on a quelque chose à défendre et on a nos raisons qui nous assurent que c'est vraiment, c'est quelque chose qu'elle on tient, quelque chose qui résonne en nous. Et à partir de cela, on trouvera des gens comme William avec qui on pourra échanger et construire des vraies choses. Donc, il faut y aller. Voilà, il faut donner corps à son rêve. Eh bien, merci beaucoup Lilou Parente pour cet échange passionnant qui nous a rappelé que le cinéma est surtout indépendant, est un art vivant. Il est porté aussi par des passionnés, que ce soit vous ou William, bien sûr, qu'on a entendu tout à l'heure. In the Soup, un film qui nous parle des rêves, qui nous parle aussi des désillusions et puis de la quête qu'on peut avoir, une quête éternelle, une quête de sens dans le domaine de l'art. On le rappelle, il sera à l'affiche le 15 janvier au Crystal Palace de la Charité-sur-Loire à 20h30 en présence du réalisateur Alexandre Rockwell. C'est tout à fait exceptionnel. Et puis ensuite, William nous l'a rappelé, voilà, le film va voyager dans plusieurs cinémas de la Nièvre. On est content aussi, il viendra dans le Morvan. Et puis il y a cette rétrospective aussi qui est dédiée à Alexandre Rockwell. Donc ne pas manquer, vraiment. C'est un immanquable, ce chef-d'œuvre d'Alexandre Rockwell. Et comme vous l'avez si bien dit, Lilou, il parle à notre époque plus que jamais. Merci à tous les deux. Merci.